Donc je voudrais à nouveau vous convaincre que, comme dans beaucoup de problèmes de santé, une des clés pour arriver à aider la personne ou le patient, c'est de parler avec lui, quoi. Mais quand on dit parler avec lui, c'est lui donner l'occasion de parler. Et alors la Disney, ça s'y prête remarquablement. Et à un moment donné, vous aurez des petits films, c'est pas trop casse-pied, c'est pas syndical du tout, c'est des films d'interrogatoire de patients où on comprend bien que l'orientation essentielle de son problème est dans ce qu'il raconte, quoi, et que le patient a raison. Alors, la Disney, donc, c'est plus la Disney d'effort dont je vais vous parler de façon chronique que la Disney aiguë, brutale, qui impose une réactivité assez immédiate pour découvrir un problème aigu, que ce soit pleurésie pneumothorax, embolie. Bon, moi je vais parler de la Disney chronique, c'est-à-dire le patient qui, petit à petit, voit ses activités quotidiennes se réduire parce qu'il éprouve une sensation déplaisante pour une respiration qu'il juge difficile et laborieuse, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est déjà important de bien comprendre que c'est quelque chose qui est essentiellement subjectif, quoi. Et on voit dans la vie de tous les jours que certains patients dont on se dit qu'ils ne devraient plus pouvoir rien faire continuent à avoir des activités cognées, comme un des patients ce matin qui continuait à planter des ignames alors qu'il était sous 3 litres d'oxygène et avec une Disney cognée. Mais sa sensation, c'était que pour lui, même si c'était difficile, c'était plus important de s'occuper des ignames que de s'arrêter de travailler. Que ça résulte d'une disharmonie entre l'activité des centres respiratoires et le niveau de ventilation. Alors, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est en forme comme ça, pour un effort donné, on a un niveau de ventilation donné. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait un effort de 100 watts, eh bien, on sait que le type, ou la femme, normale, ventile 40 litres, minute. Mais que si pour une raison donnée, pour cet effort donné de 100 watts ça ne parle pas, mais c'est un exemple, il ventile 80 litres, il sera essoufflé, quoi. Ça ne peut pas être autrement, quoi. Et donc, tout ce qui va générer une demande ventilatoire trop importante, quand on dit demande ventilatoire, c'est-à-dire un niveau de ventilation à minute qui est plus important que ce qu'on devrait pouvoir faire, on sera essoufflé, quoi. Et les causes, on y viendra petit à petit, qui génèrent ce niveau de ventilation sont multiples. Mais on n'est pas encore là. Troisième élément, c'est un peu ce que je vous disais juste avant, c'est que cette sensation de dyspnée, cette sensation déplaisante, elle s'intègre dans un contexte à la fois culturel et psychologique. Et ce côté psychologique est majeur dans la dyspnée. On le verra tout à la fin, vous comprendrez tout à la fin, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de teasing, il ne faut pas charrier non plus. Mais on ne peut pas s'occuper de la dyspnée d'un patient sans connaître sa vie, quoi. Donc sans lui laisser le temps de parler de sa vie. Et sa vie, ce n'est pas seulement ce qu'il fait quand il est essoufflé, mais c'est son relationnel. Alors comment ça va s'il est marié avec des enfants, comment ça va la femme, comment ça va avec sa femme, est-ce que leur relation, ça va actuellement, comment ça va les enfants, est-ce qu'il y en a qui posent des problèmes, etc., etc. Et que tous ces éléments dont on va dire qu'ils sont psychologiques, et dans certains cas professionnels, ou dans certains cas culturels, vont avoir un impact majeur sur la perception d'essoufflement, la perception d'une sensation déplaisante de respirer. C'est bon jusque-là? Et donc vont entrer en jeu
bien sûr les facteurs physiologiques, mais la grosse erreur qu'il ne faudrait pas faire, c'est de limiter l'analyse de la dyspnée à la physiologie de l'exercice. Interviennent de façon majeure les facteurs émotionnels, sociaux, voilà. Et ce sont ces facteurs émotionnels, sociaux, mais on pourrait rajouter professionnels, qui vont moduler la perception de l'essoufflement. Alors, pour revenir sur des choses plus classiques, donc la dyspnée, c'est une sensation subjective, comme l'orthopnée, sur laquelle on reviendra un tout petit peu, la platypnée, alors qu'il y a des phénomènes objectifs qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire qu'on peut avoir une tachypnée, c'est-à-dire avec un rythme respiratoire accéléré, sans être forcément essoufflé. On peut avoir une bradypnée, une respiration plus lente, sans être essoufflé, etc. Et l'apnée, il ne faut pas que ça se prolonge de trop, parce que sans ça, c'est pas bon, quoi. Mais donc, dans les sensations subjectives, c'est la dyspnée. Et on peut avoir une dyspnée sans modification objective, à la fois de l'amplitude de la respiration, ce qu'on appelle le volume courant, et sans modification de la fréquence respiratoire. Il ne faudrait pas limiter l'impression qu'on a face à un patient essoufflé à un patient qui respire vite ou qui respire avec des petits volumes vite. Ce qui est important, c'est quel est le niveau global de ventilation pour un effort donné. Et si on veut, j'allais dire, ventiler 20 litres, on peut ventiler 20 fois 1 litre, ou on peut ventiler 40 fois 500 millilitres. Ça fera toujours une ventilation de 20 litres. Et ce qui est important, c'est le niveau, l'importance de la ventilation par rapport à l'effort qui est fait, et non pas la façon dont on augmente sa ventilation sur le volume ou sur la fréquence. C'est pas ça qui joue. Alors, bon, s'il y a des choses qui vous paraissent un peu chiantes, on passe. Hein. Vous n'avez qu'à faire un signe de la... Vous voyez, si vous laissez tomber les paupières et baisser la tête, je comprends que je passe à autre chose, quoi. Alors, on s'intéresse d'abord à des choses classiques, c'est-à-dire qu'il faut que le patient explique comment ça survient, dans quelle situation, si c'est plutôt quand il est debout ou uniquement quand il est couché, si c'est à quel moment, etc. Et puis on essaye de se faire une idée de l'intensité de la dyspnée. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. C'est difficile parce que on va interroger quelqu'un sur sa dyspnée à l'effort, la plupart du temps quand il est au repos. Et ça, déjà, dans la tête, on se dit, quelque part, c'est une idée con, vous allez le voir. Par exemple, on dit, est-ce que le NYHA, qui est fort utilisé par les cardiologues, bon, si c'est 1, 2, 3 ou 4, est-ce que vous êtes limité pour, pas au repos, mais pour des activités légères? Ou est-ce que vous êtes limité, pas au repos, mais pour des activités que vous pensiez pouvoir faire et que vous ne pouvez plus faire? Enfin, de toute façon, c'est pas évident de se faire une idée exacte de ce que les gens ressentent à l'effort alors qu'on leur pose des questions au repos. Alors parfois, on peut s'aider de petits dessins. Par exemple, je monte sans problème. Bon, je monte sans problème l'escalier. On dit pas de dyspnée, pas de dyspnée d'effort. La question, c'est vous le montez à quelle vitesse, quoi? Est-ce que vous vous arrêtez plusieurs fois dans l'escalier pour monter 2 étages? Est-ce que vous vous arrêtez ou vous ralentissez? Et c'est pas facile. Donc, on voit très bien que s'ils sont essoufflés pour 2 étages, c'est un stade 1. S'ils sont essoufflés pour 1 étage, c'est un stade 2. S'ils ont du mal à suivre leurs copains, c'est un stade 3. S'ils sont essoufflés quand ils marchent lentement, c'est un stade 4. Et s'ils sont essoufflés tout le temps, c'est un stade 5.
Et une bonne façon d'essayer de comprendre ça, dans les couples, j'allais dire, c'est de demander s'ils se baladent ensemble. Et surtout, si on parle d'un homme, est-ce que la femme doit l'attendre ou pas? Est-ce que c'est intéressant dans les consultations qu'ils soient là tous les deux, quoi, pour qu'ils nous disent bah quand même, oui, régulièrement, je lui dis pas, mais je ralentis pour qu'il puisse, qu'on soit ensemble, tout ça. Et donc si l'un des deux ralentit, c'est que ils sont plutôt dans un stade 3, quoi. Mais l'importance de la dyspnée, ça ne veut pas dire que c'est plus grave. Ça veut dire que son ressenti est plus important. Alors après, il y a d'autres échelles, MMRC, et puis c'est un peu tout pareil, quoi. Ce qui fait qu'on peut les mettre comme ça, en classe 1, 2, 3, 4, 5, où on trouve le NYHA, le SADOUL, etc. Bon, l'important d'avoir une idée de l'intensité de la dyspnée, c'est de savoir si on leur fait du bien après, quoi. C'est beaucoup plus futé. On peut après se faire une idée, toujours pareil, non pas de la gravité, mais de l'intensité de la dyspnée, en utilisant des échelles que l'on fait après, par exemple, un test de marche, ou bien sûr une FX, on verra plus tard, ou un test de marche. Je vous montrerai après la façon de faire des tests simples en médecine générale. Ah oui, je voulais savoir, tiens. Vous avez des oxymètres faciles ou pas? Non? Oui? Non? Bon, je ne comprends pas. Ceux qui en ont un, lèvent la main. Ouais, pas mal. Je vous montrerai que c'est vachement utile. Donc, on peut, sur un effort simple, par exemple, ce que personnellement j'utilise beaucoup et que j'essaye de développer, un peu de silence là, que j'essaye de développer dans la pratique quotidienne, c'est le test de levée de chaise. C'est simple, le lever de chaise, il ne faut pas le faire trop long, il ne faut pas trop se faire chier. Non, on ne parle pas comme ça. Il ne faut pas le faire trop long, il ne faut pas trop s'embêter avec une technologie, il suffit d'avoir une chaise. Laisse-moi une chaise un peu. Et donc, un test de levée de chaise de 1 minute, on en avait fait. Hein? On l'avait fait, mais tout n'était pas là. Et donc, quand le patient est comme ça, il n'a pas le droit de s'appuyer sur rien. Et pendant 1 minute, il va se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir, et pas sur le bout des fesses. Il ne faut pas qu'il fasse ça, sinon il rebondit, quoi. Et on peut calculer, ça équivaut à un test de marche, le nombre de fois où il se lève, et surtout la saturation pendant qu'il fait ça. On y reviendra. Donc on peut utiliser l'échelle de Borg, on en a fait plein cet après-midi, pour savoir si les gens sont essoufflés, ils disent oui, et on leur demande où est-ce que vous situez votre essoufflement. Donc il faut avoir la feuille correspondante, sans ça, on ne voit pas. Et on leur dit, voilà, c'est 6, mettez votre doigt au bon endroit, quoi. Ça sert juste à savoir s'ils sont effectivement fort essoufflés, et ça prend en compte au moins 2 dimensions. C'est la dimension ventilatoire, mais également la force du quadriceps, quoi. Et donc, si on a une difficulté musculaire, ça amplifie la sensation de dyspnée. Ou on peut utiliser des échelles analogiques. Bon, on leur demande, on le met au bon endroit, et puis on a de l'autre côté, ça c'est le côté du patient, et le médecin, lui, il a la solution derrière. Puis voilà, il note. Donc on peut quantifier, et il faut quantifier la dyspnée, ne serait-ce que pour voir si, avec ce qu'on propose au patient, on l'améliore et s'il va mieux. Parce que parfois on se rend compte qu'il ne faut pas grand-chose. Et puis, il y a des trucs de plus en plus compliqués, comme ce qu'on appelle le MDP, qui sont des questionnaires. C'est des questionnaires où dans le MDP, il y a 12 questions, où on prend en compte à la fois des facteurs affectifs et des facteurs d'adaptation comportementale. Alors, les facteurs affectifs, c'est des questions qui essayent de
de cerner les aspects, j'allais dire, subjectifs et affectifs de en quoi ceux qui vivent les affectent. Et là, c'est plutôt en quoi ceux qui vivent les gênent. C'est un peu subtil, mais ça permet de faire la différence entre ce qui est plus, on va dire, psychologique et ce qui est plus physiologique. Bon, un petit mot sur l'orthopnée. L'orthopnée, c'est la dyspnée lorsqu'on est couché et donc l'incapacité de maintenir le décubitus. Bon, c'est une situation un peu particulière qu'on voit surtout dans l'insuffisance cardiaque, même lorsqu'elle est apparemment contrôlée, et qu'on voit aussi dans les problèmes de paralysie diaphragmatique, de faiblesse diaphragmatique. Bon. Mais on le voit aussi dans l'obésité, parce que quand on a un gros ventre et qu'on est allongé, tous les viscères ont tendance à aller vers la partie supérieure du corps, et forcément, c'est gênant, quoi. Donc certains patients sont juste essoufflés parce qu'ils sont gros, quoi. Et la platypnée, c'est l'essoufflement quand on est debout et qui peut s'associer à une désaturation lorsqu'on est assis ou debout. Donc ça, c'en est un bel exemple où le patient se met debout, hop, il désature. On le remet couché, il resature. C'est une situation particulière qui est essentiellement le fait des chaînes droit-gauche posturaux. Lorsqu'il y a un foramen ovale perméable ou un syndrome hépatopulmonaire d'origine alcoolique, par exemple. Donc le syndrome hépatopulmonaire, c'est bien des mégacapillaires du poumon qui se développent pour une raison X, liée à quelque chose provoqué, sécrété par le foie qui ne va pas bien. Et ça ne touche pas que des cirrhoses évoluées, mais certaines modifications. Il faut que le foie soit un peu modifié, mais on le voit avec des stéatoses hépatiques, pas forcément des cirrhoses avancées. Alors, je vais revenir maintenant sur ce que les patients racontent. Donc, ils ont leurs mots à eux pour exprimer cette sensation de respiration douloureuse, pénible, gênante. Et vous allez voir sur les 3 exemples que je vais vous mettre là, si ça marche, prions, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Pourtant, ils viennent tous pour « je suis essoufflé ». Et quand on prend le temps de les laisser parler, de les laisser parler et de les laisser parler, ils disent des choses qui n'ont rien à voir. Vous êtes d'accord ? De chaque jour, des essoufflements. Alors, évidemment, j'ai du mal à ne pas me positionner par rapport à ma vie d'avant, si je puis dire, encore qu'elle s'estompe un peu, parce qu'il y a 3 ans que je suis dans cette galère-là. Mais effectivement, je m'essouffle sur des choses qui me paraissent insignifiantes, type prendre une douche si je vais un peu vite, type j'ai mangé dans un camping-car il y a 3 jours, il a fallu que j'installe une table et des choses, et j'ai le souffle qui monte. Dans la vie de sport, j'ai quand même eu une perception d'être semi-invalide à un bon moment, c'est-à-dire de ne plus du tout pouvoir marcher vite ou nager ou monter des marches, etc. Quand vous m'expliquez ça, on a le sentiment que vous avez des périodes où vous êtes essoufflé pour des efforts extrêmement minimes, Oui. et des périodes où vous êtes essoufflé pour des efforts plus conséquents. Puisque quand Voilà. vous parlez de sport, c'est pas... Voilà, c'est-à-dire que dans le même temps, il y a 3 jours par exemple, j'ai fait 1000 mètres à la piscine de Rennes, Oui. j'ai fait 1000 mètres en 35 minutes, ce qui par rapport aux Jeux Olympiques évidemment est assez risible. Oui. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire, si mon corps peut faire ça, comment se fait-il que 3 jours avant ou 8 jours après, je me sente dans cette incapacité? Oui. Vous aviez une activité de loisirs sportifs assez importante Alors, j'ai avant. une profession sportive puisque je suis enseignant de sport, de tai chi chuan, qui n'est pas d'une grande violence, mais Oui. qui fait bouger. Et puis j'ai une vie de montagne, d'expédition en Arctique, d'efforts qui ont été vraiment durs. Toujours plutôt en endurance qu'en résistance. J'ai toujours été très mauvais sur une action rapide et forte.
Et donc, il pose bien la question. Il dit, mais comment se fait-il que je puisse faire ça et le lendemain être essoufflé quand je prends ma douche? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ben, je vais vous le dire après. moi, je sais ce qu'il a. Non, c'est... Hein? Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que moi, je me suis contenté de l'écouter, quoi. Alors après, il a eu des examens qui ont abouti à des trucs qu'on a trouvés, des anomalies qu'on a trouvées et qu'on n'a rien fait, on n'a pas traité. Et 1 an après, plus rien. Il ne se plaint plus de rien. Il a repris l'Arctique, le tai chi machin. Il a changé de femme. Non. Il avait de façon assez caractéristique ce qu'on appelle un syndrome d'hyperventilation. C'est-à-dire quelque chose qui témoigne d'une dysfonction là-haut, dans la tête, quoi. Le soir, quand je suis un peu en forme, je dis il y a des problèmes dans les connexions à l'électricité, quoi. Bon, qui avait été provoqué par une première consultation chez des médecins. Et alors, il l'avait rendu fou bourrique, quoi. Il est consulté pour autre chose. Et on lui dit qu'il a une tuberculose et après qu'il a un déficit en homocystéine, mais que c'est pas grave, qu'on va pas le traiter, mais que quand même... Et là, ils lui ont fait exploser un truc dans sa tête qui était bien réglé. Voilà. Et puis après, c'est tout. Les médecins qu'il a rencontrés, c'est pas moi, hein, moi je l'ai vu une fois. Les médecins qu'il a 2 fois, parce qu'il est venu faire un contrôle après. Les médecins qu'il a rencontrés, ils étaient dans leur truc, quoi. C'est-à-dire qu'il avait beau expliquer ce qu'il explique là, ils n'écoutaient pas. Ils étaient branchés sur, il y a quand même une petite image au scanner, et on va refaire la fibro, et, voilà, et ça commence comme ça, quoi. Moi, j'ai rien fait. Je l'ai écouté, je l'ai laissé parler. À la fin, il était content, il venait de loin, et je lui ai expliqué que, à mon avis, c'était quelque chose dans la tête et que ça allait s'arranger, que s'il pouvait se faire aider dans une psychothérapie, ça suffirait largement, quoi. Et ça a marché très bien. Et ce qu'il raconte, c'est assez caractéristique, quoi. C'est-à-dire, quand les gens ont un vrai problème qui intéresse les médecins et tout, quand ils ont une dyspnée d'effort, ils ont une dyspnée d'effort, quoi. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils font l'effort, ils sont essoufflés. Il y a des petites variations avec le temps, quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il y a de la poussière, mais ils sont essoufflés. Ceux qui ont ce type de problème, c'est-à-dire un syndrome d'hyperventilation, eh bien, ils expliquent que de temps en temps, ils sont essoufflés, mais ça leur arrive aussi quand ils sont au repos. Et l'exemple le plus typique, c'est au téléphone. C'est-à-dire que... je ne sais plus laquelle, peut-être. Enfin bon. C'est plus les femmes à ce moment-là. Et quand on leur demande, mais au téléphone, vos copines ne vous disent pas que qu'est-ce que t'as, t'es essoufflé? Et s'ils disent oui, ça c'est très évocateur d'un syndrome d'hyperventilation. L'essoufflement qui survient au repos chez quelqu'un qui de temps en temps est essoufflé pour autre chose, comme il le décrit, quoi. Quelqu'un qui est essoufflé dans sa douche et qui le lendemain peut faire... Alors moi je ne fais pas de natation, ou à peine, je ne nage pas bien en plus. Mais qui peut faire 1000 mètres à la piscine en 35 minutes, je ne me rends pas compte si c'est beaucoup, pas beaucoup, rapide, pas rapide, mais il faut déjà faire les 1000 mètres, quoi. D'ailleurs, il faut aimer l'eau, déjà. Bon. Voilà, cette discordance, à la limite, on peut déjà faire une première étape en se disant l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est un syndrome d'hyperventilation.
Ça n'empêche pas d'avoir les examens de base sur lesquels on va revenir. Il ne faut pas charrier non plus quand même. Il ne faut pas louper quelque chose. Mais on peut déjà faire cette hypothèse avec des examens de base qui vont s'avérer normaux, bien sûr, et se dire, bon, on va déjà l'aider de ce point de vue, et puis on verra comment ça se passe. Ce qui a changé au niveau de l'essoufflement, par exemple? Oui, mais justement, j'ai constaté que depuis 3 ans à peu près, je me fatigue plus qu'habituellement. Quand je montais l'étage, voilà, je m'essoufflais et parfois je sentais arythmie du cœur et j'étais fatiguée souvent quand même. Et mes collègues qui sont même âge que moi, voilà, oui. je vois qu'ils me toujours dépassent en allant et voilà, j'étais toujours derrière. Surtout en montant, en faisant des petits efforts, je trouvais que c'est un peu trop. Voilà. C'est quelque chose qui n'était pas présent avant. Je n'étais jamais très bien au niveau des souffle, mais j'ai constaté que c'est un peu plus qu'avant. Voilà. Et ça avait des répercussions sur votre activité professionnelle là, de violoniste? Non. Non, ça non. D'accord. Ça avait des répercussions sur votre vie quotidienne? Quotidienne, plutôt. Ouais. D'accord. Parce que je suis assis, voilà, au travail je suis assis, alors ça ne me fatigue pas vraiment. Oui, seulement peut-être quand je traque souvent en jouant, alors ça provoque encore, voilà, un peu plus. Oui, un peu plus. Vous utilisez 2 mots pour me décrire vos symptômes. Vous me parlez de fatigue et vous me parlez d'essoufflement. Oui. Vous faites une différence entre les deux ou pour vous c'est un peu la même chose? Ah non, parce que soufflement, c'est quand je fais effort, quand je marche un peu plus vite, ou je monte étage, ça c'est essoufflement. Et la fatigue, c'est quand même, je constate, parce que les matins, je suis souvent fatiguée, ou le soir, je sens fatigue, je sommeille, mais peut-être c'est pas... Pour vous, fatigue, c'est avoir envie d'aller vous coucher? Non, de s'asseoir, de me reposer, voilà. D'accord. Donc, quand vous me dites qu'il y avait la fatigue et l'essoufflement, pour vous, c'est pas la même chose. C'est bien 2 choses différentes. L'essoufflement, c'est quand vous faites un effort. La fatigue, vous le ressentez même sans faire d'effort particulier. Oui. Mais parfois, quand je suis essoufflée, je me sens fatiguée aussi. Ça, c'est... oui, d'accord. Ouais. Celui-là, c'est pour vous montrer à quel point il faut insister sur les mots que les gens utilisent, quoi. Parce que Disney, ça ne veut rien dire pour eux. Et dans beaucoup de cas, ils mélangent, sans vouloir nous faire suer, ils mélangent ce qui est la fatigue dans certaines maladies et ce qui est l'essoufflement. Là, on sent bien qu'elle a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 ans, ça allait, ce n'était pas parfait. Mais depuis quelques mois, ça la gêne quand elle est avec ses copines. Elle se rend bien compte qu'elle n'arrive plus à suivre. Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Mais les mots, c'est important. Vous voulez savoir ce qu'elle avait? Oui. Elle avait une CIA, une communication interauriculaire qui s'est révélée à, c'est pas dur puisqu'on est de la même année, à son âge, quoi. Et je ne savais pas que les CIA pouvaient se révéler aussi tardivement. Et en fait, on se rend compte que c'est l'âge moyen de découverte, c'est 50 ans. L'essoufflement, c'était vraiment fort, parce que même pour me déshabiller, me coucher, j'étais essoufflé, quoi. Ouais. D'ailleurs, je gardais oxygène pour me déshabiller. J'en étais arrivé à ce point-là. Vous arriviez encore à marcher un peu Marcher doucement. Doucement. Oui, doucement, parce que je sais, quand je suis venu ici, entre le parking
Et puis arrivé ici, j'ai dû me reposer en route. D'accord. Tandis qu'ici, j'ai... Ouais, Précisez un peu. Quand vous dites respirer pour rien, c'est-à-dire respiriez que Ben, pour le corps ça servait à rien. On sent qu'on respire, ça. On se rend compte qu'on respire et on a l'impression qu'on respire dans le vide. C'est un peu cette impression qu'on a, quoi. Puisque l'oxygène, ben, on le ressent pas. D'accord. Alors lui, il ne dit pas du tout la même chose que les autres. Il dit qu'il a l'impression de respirer pour rien. Il sait qu'il respire, et c'est comme si ça servait à rien ce qu'il respirait, parce qu'il est toujours aussi mal quand il respire. Comme s'il respirait pour rien. Moi, je trouvais ça très, très parlant. Parce que la définition de respirer pour rien, c'est la définition de ce qu'on appelle l'espace mort. Vous vous souvenez en physiologie un petit peu, hein, l'espace mort, c'est des zones qui sont ventilées et qui ne sont plus perfusées ou mal perfusées. C'est donc de la ventilation qui ne sert à rien. Et c'est ce qu'il dit. Et donc, simplement déjà, quand il exprime ces choses-là, parce que si je l'ai choisi lui, c'est bien parce qu'il avait utilisé ces mots-là, quoi. Mais ça veut dire que son problème, c'est un problème d'espace mort. Et il avait effectivement les artères pulmonaires complètement bouchées. Et là, quand on le revoit maintenant, là, il va mieux. Il me raconte ça d'avant, mais là, il va mieux. Il a eu une thromboendartériectomie. On l'a retiré les caillots dans les artères pulmonaires. Et il revit, quoi. Mais ce n'est pas pour le diagnostic que je vous en parle. C'est pour insister sur les mots que les gens utilisent quand ils parlent. Parce que les causes, sans ça, ça peut venir de tout, quoi. Donc il va bien falloir faire un peu le tri avec des choses de base. Donc on a parlé pas mal de l'interrogatoire. Et s'il y a bien une étape qu'il faut privilégier, c'est bien l'interrogatoire. Après, c'est l'auscultation. Je ne parlerai plus de l'ANF, parce que ça fait partie des examens de base. Quand on est anémié, on est essoufflé, forcément, puisqu'on manque de wagons pour transporter l'oxygène, on va dire. Et la TSH, parce que quand on a une hyperthyroïdie et qu'on a une tachycardie de base, on n'a pas de réserve cardiaque pour avancer. Donc si on veut, on est toujours dans le cadre de la médecine générale ou commencer à explorer une dyspnée d'effort, il faut commencer par des choses simples. L'interrogatoire, la NF, TSH et l'auscultation. Bon, ça c'est les antécédents à la fin de l'interrogatoire quand on l'a laissé parler. C'est extrêmement important de savoir un peu qu'est-ce qu'il faisait avant, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 30 ans qui se sont écoulés. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont une cinquantaine à peu près, donc bien plus jeunes que moi, qui consultent parce qu'ils sont essoufflés à l'effort. Et l'analyse assez schématique, c'est tout le temps la même. Ils ont divorcé, ils se sont remariés avec une petite. J'y peux rien, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, j'ai bien peur, ils sont plus jeunes que moi, c'est pas moi. Et ils se retrouvent avec un petit qui a 3-4 ans et qui dit bon, allez, il faut qu'on aille faire ci. Et puis après, il y a 7-8 ans, on va aller faire du vélo. Et là, pendant 30 ans, ils n'ont rien fait. Ils se sont contentés de regarder le football en buvant des bières et manger des pizzas. C'était pour ça qu'il y avait ça là. Et puis tout d'un coup, ils se remettent à l'activité physique et ils sont complètement déconditionnés, quoi. Et ça suffit à être essoufflé. Et ces gens-là, ils viennent consulter ou ils se plaignent d'une dyspnée d'effort. Et la vraie réponse, c'est de leur dire bon, écoutez, on a une radio de thorax qui est normale, une ENF qui est normale, une TSH qui est normale, et une spirométrie qui est normale. Commencez par refaire de l'activité physique et puis on en reparle, quoi. Parce que le drame, forcément, mais c'est pour tout le monde comme ça, quand on est essoufflé,
quand on fait quelque chose, on se préserve, hein, on arrête de le faire, quoi. Et donc forcément, c'est une sorte de cercle vicieux qui fait que moins on en fait, plus on est essoufflé quand on essaye de faire ce qu'on faisait avant, quoi. Mais pour ça, il faut avoir une idée de c'était quoi sa vie en termes d'activité physique, c'était quoi sa vie en termes d'activité physique pendant les 20 ans qui viennent de se passer, quoi. Parce que s'il n'a plus rien fait et qu'il se remet à faire du sport avec le petit, c'est cuit. Le déconditionnement, c'est un élément vachement important, quoi. Donc c'est toujours lui, hein. On ne voit pas bien la télé parce qu'elle est là, quoi. Mais il regarde la télé, pizza et bière. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez ce travail qui est incroyable, quoi. Donc c'est des volontaires sains. En général, quand on dit volontaires sains, c'est des étudiants qui ont été alités pendant 21 jours. Et ça, c'est ce qu'on appelle leur VO2. Vous avez dû en voir plusieurs exemples ce matin, si la machine avait marché. Donc ça, c'est ce qu'ils ont au début. On les alite pendant 21 jours et on remesure, quoi. Eh bien, on se rend compte qu'ils ont perdu, vous voyez, de 5 à 3,5 litres par minute d'oxygène, c'est-à-dire qu'ils ont perdu presque 20, selon les cas, 20 à 30% de leur aptitude aérobie. Ça veut dire que si ici, on leur fait refaire un exercice, ils seront essoufflés rien qu'en le faisant, quoi. Alors qu'ils ont simplement été alités pendant 3 semaines. Alors ça inspire beaucoup de commentaires. D'abord, il leur faut 2 mois pour récupérer. C'est des sujets sains. Quand ils ont fini d'être alités, on les remet activité physique. Il faut 2 mois pour récupérer. On imagine ce que ça peut faire pour un patient qui est hospitalisé, par exemple, pendant 3 semaines pour une surinfection pulmonaire, enfin bon, peu importe la cause, ou une fracture, ou tout ce qu'on veut. Quelqu'un qui est alité pendant 3 semaines, forcément, si on ne le remet pas dans un système d'activité physique après, il sera essoufflé, quoi. Et c'est tout l'intérêt dans cette phase-là. Ici, ils étaient payés pour, donc ils l'ont fait. Pour les sujets, les patients, les personnes dont on s'occupe, ce qui est indispensable, c'est de les inciter à reprendre l'activité physique, ou si on peut, les mettre en réhabilitation respiratoire, quoi. Et dès la fin de l'alitement. Parce que sans ça, ça va se pérenniser, et comme ils seront essoufflés pour des efforts minimes, ils en feront de moins en moins, c'est comme s'ils prolongeaient l'alitement. Donc, il faut déjà se mettre dans la tête que le déconditionnement musculaire, ça va être un facteur aggravant qui est quasi constant, quoi. C'est-à-dire que ça va être présent pour tous les patients. Et ce n'est pas parce qu'on les guérit qu'ils vont aller mieux. Si on veut qu'ils aillent mieux, il faut trouver le moyen de leur faire reprendre l'activité physique. Soit parce qu'on a trouvé le fil rouge pour eux, soit parce qu'il y a des structures de réhabilitation, soit parce qu'ils sont entraînés par un groupe où ils vont dans des associations, etc. Mais c'est constant. Alors, dans l'examen clinique, toujours pareil, on regarde l'obésité. Alors ici, ils sont quand même forts, hein, dans la région ici. Bon. Et il faut savoir que la prise de poids, mais aussi l'amaigrissement excessif, c'est des causes de dyspnée. L'anémie, on l'a déjà dit, et on recherche des signes d'hyperthyroïdie, essentiellement les petits tremblements et la tachycardie, quoi. L'inspection. Dans l'inspection, bon, il y a des signes qui vont nous orienter, c'est-à-dire par exemple l'hypocratisme digital, c'est toujours intéressant, quoi. Bon, encore faut-il penser à le chercher, quoi. Et vous savez, parce qu'on a déjà dit, hein, que ça se recherche en mettant les doigts comme ça, quoi. Ok ? Quand on met les doigts comme ça, il doit y avoir un losange. Tu vois, Thierry ? Et que s'il n'y a plus de losange, c'est un hypocratisme débutant. Et on les regarde respirer.
C'est-à-dire, il faut qu'il soit torse nu. Si jamais tu as un problème, Jean-Marie, je te donne ma carte à la fin. Si on les regarde respirer pour savoir comment ils respirent, quoi. La respiration normale, c'est bien de gonfler le ventre à l'inspiration et de rentrer le ventre à l'expiration. Et il y a des gens qui ont toujours perçu depuis qu'ils sont petits qu'il fallait faire l'inverse. Il fallait faire... Alors que c'est l'inverse, quoi. Pour être bien, il faut pouvoir comprendre un peu sa respiration, pouvoir comprendre le jeu de son diaphragme, et c'est pas évident, quoi. Donc en les regardant, on voit si ça fonctionne à l'envers, quoi. Et on les ausculte. Donc à l'auscultation, soit c'est normal, soit on retrouve des sibilants, soit on retrouve des crépitants. Bon. En gros, c'est ça. Et puis on continue. Bon, bien sûr, on recherche des signes d'insuffisance cardiaque, mais il ne faut pas charrier. On cherche aussi les obstructions qui peuvent être hautes, qui peuvent s'accompagner d'un bruit de cornage, par exemple. Mais il ne faut pas oublier de palper systématiquement la région du cou et de regarder si on trouve quelque chose. Et puis, il faut regarder à quoi ressemblent les cuisses. Il ne faut pas avoir des trop petites cuisses. Et j'ai rien dit. Mais on verra, enfin vous le savez, vous l'avez compris, que quand il y a une amyotrophie musculaire, tout devient difficile et la dyspnée arrive parce qu'il y a des relations très étroites entre les commandes musculaires et les commandes ventilatoires. Et donc, si les muscles sont pas bons, ou difficiles, peu entraînés, etc., etc., donc on revient à l'entraînement, au déconditionnement, hein, mais si les muscles ne sont pas bons, il y a des défauts dans la commande qui font que la ventilation augmente. Et si on améliore les muscles, on améliore leur capillarisation, on diminue la demande ventilatoire. Et puis on revient à la fin sur le relationnel, le psychologique, et rechercher ça, quoi. Donc, ce que le monsieur le premier décrivait, c'est donc des situations de dyspnée fluctuante, donc d'hyperventilation fluctuante, de temps en temps au repos, de temps en temps à l'effort, de temps en temps à la douche, de temps en temps pas du tout. Et c'est ça qu'il faut chercher, quoi. C'est qu'est-ce qui a pu provoquer une situation de stress, comme ça a été dit tout à l'heure, ou d'anxiété, qui fait que tout d'un coup, et indépendamment, ce n'est pas quelque chose de volontaire de leur part, tout d'un coup, le contrôle ventilatoire se met à déconner, quoi. Alors le questionnaire de Nimeg, c'est un truc qui est assez simple, où on pose des tas de questions. C'est un auto-questionnaire, donc vous voyez, respiration courte, palpitation, froideur, poitrine serrée, fourmillement dans les doigts, sensation de confusion, des trucs tordus, quoi. Ballonnement abdominal, fourmillement péribucaux. Et il code ça de jamais, rarement, parfois, souvent, très souvent. Et s'ils ont un score total supérieur à 26, ce qui est assez facile à faire en consultation quand même, hein. C'est un auto-questionnaire, c'est un gros argument pour un syndrome d'hyperventilation comme au moins une des causes de l'essoufflement ressenti par le patient. Donc c'est assez simple à faire, simplement on ne le fait pas à tout le monde, il faut être un peu orienté, et pour s'orienter, il faut chercher les situations de stress que les patients peuvent vivre. Alors, par exemple, il y a une situation comme ça que je ne connais pas encore, mais ça peut venir, qui est le passage à la retraite, quoi. Et c'était, je pense, avec Laurent, on avait une dame comme ça qui était essoufflée, mais ça, il y avait une discordance vraiment entre l'essoufflement et sa maladie pulmonaire. Et bon, et au fur et à mesure, elle commence à expliquer, je crois que c'est à toi que j'en parlais, hein, que depuis qu'ils sont en retraite, elle et son mari, ils sont partis vivre à
Port quelque chose là. Ah, Port-Wingui. Port-Wingui. Alors qu'avant, ils habitaient à Nouméa. Elle avait tout son système relationnel, etc., ses copines, son association. Et quand la retraite est arrivée, son mari a dit « Bon, c'est pas de tout ça, maintenant on va aller là-bas parce que c'est vraiment chouette, quoi. » Et puis depuis, ça va plus, quoi. Alors, elle se demande pourquoi elle est essoufflée, alors qu'elle n'a pas encore suffisamment accepté ce qu'elle dit qu'elle a voulu, mais bon, ça lui a quand même été un peu imposé de partir à Port-Wingui, même si c'est très beau, Port-Wingui. Voilà, donc Nimeg, ça fait partie des choses qui devraient se développer en médecine de ville, parce que c'est un auto-questionnaire simple qui se trouve sur Internet facilement et qui apporte beaucoup d'informations à cette situation. Si on a la présence de sibilants, ça veut dire que, indépendamment du déconditionnement et éventuellement de l'hyperventilation, on peut avoir des maladies qui s'accompagnent d'obstruction bronchique, l'asthme, BPCO et l'insuffisance cardiaque gauche qui entraîne aussi des sibilants. S'il a des crépitants, on pense pneumopathie interstitielle et également insuffisance cardiaque. Et si l'auscultation est normale, on va chercher d'autres problèmes, y compris le syndrome d'hyperventilation, mais les maladies vasculaires, les maladies neuromusculaires et les maladies de la paroi dans lesquelles on fait rentrer assez habilement l'obésité. Ce n'est pas que ça. Donc dans les méthodes d'exploration, toujours en médecine de ville, il y a donc l'interrogatoire avec le score de Nimeg, l'examen clinique, la NF, TSH, l'ECG, la radio de thorax. Il ne faut pas se passer de tout ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est essoufflé et qui se plaint d'un essoufflement régulier, même s'il est fluctuant comme le monsieur de tout à l'heure, il faut quand même avoir une radio de thorax et une spirométrie, au minimum. Juste un petit mot sur la façon dont ça fonctionne. Oui, non, oui, non. Mais tu le connais normalement, ça. Donc, dans la vie, dans la vie, il y a l'inspiration, le temps des échanges et l'expiration. Ça pourrait pratiquement faire une chanson, ça. L'inspiration, le temps des échanges et l'expiration. L'inspiration, c'est un phénomène actif. Les échanges, c'est un phénomène où il se passe juste la diffusion des gaz, de l'oxygène et du CO2. Et l'expiration, c'est normalement un phénomène passif. Le poumon revient spontanément à sa position de repos. Pour l'inspiration, il faut donc une contraction musculaire. Pour les échanges, il faut donc des adéquations entre ventilation-perfusion qui soient bonnes et une membrane qui soit normale. Enfin, pour l'expiration, pour qu'elle se passe sans problème, il ne faut pas qu'il y ait de limitation au débit expiratoire. Ici, on va donc rechercher ou analyser les volumes pulmonaires. Ici, les échanges gazeux, oxygène, CO2. Et ici, les débits expiratoires. Parce que si l'inspiration n'est pas parfaite et complète, on aura des volumes qui vont être abaissés. On aura des anomalies d'échanges gazeux. Par du temps, c'est à l'effort que ça se démasque. Et sur l'expiration, on ne découvrira l'obstruction que par l'analyse des débits expiratoires. Je passe ça. Donc ça se fait avec une spirométrie simple et quand on a les moyens, plétismographie. Mais déjà, la courbe débit-volume qu'on peut avoir en spirométrie, c'est un élément qui est extrêmement informatif. Si la courbe débit-volume est normale, ça veut dire que globalement, les volumes et le débit vont être normaux. Ça ne nous renseigne pas sur cette partie-là. Mais ça nous donne une bonne idée des volumes et des débits. Alors on peut toujours faire plus compliqué. Bon. Pour cette partie du milieu, les échanges gazeux,
on peut avoir des gaz du sang, une DLCO ou une saturation. La saturation, c'est bien, quoi. C'est pour ça que c'est bien que vous ayez un saturomètre. Encore faut-il s'en servir. Vous en servez souvent? Les mêmes, relevez la main, là, que je vois un peu. Ouais, ils disent tous oui. Pour que je leur foute la paix, c'est terrible, ça. Voilà. Donc, on va surtout se focaliser, non pas sur la DLCO, parce que c'est compliqué, et qu'on m'a dit qu'il fallait avoir une démarche qui soit accessible, sur la saturation. Donc, si on a une baisse des volumes, eh bien, on a un trouble ventilatoire restrictif. Si on a des limitations de débit, un trouble ventilatoire obstructif. Et ici, les anomalies de la diffusion. Ce qui reflète la sévérité, c'est la capacité vitale forcée, qui est plus fiable que la CPT en termes de mesure. Ici, le VEMS, même si dans les instances, on dira « oui, le VEMS quand même, oui, mais bon... Non, c'est vachement bien. Hein. CVF, VEMS. Et là, ça, c'est difficilement accessible, mais c'est utile. Ça, c'est plus difficilement accessible. On y reviendra avec la saturation. Quand on a un trouble ventilatoire restrictif, ben, on se trouve dans le cadre soit des anomalies de la paroi. Alors, l'obèse peut avoir une restriction, les déformés, les neuromusculaires, ou les pathologies interstitielles. La grosse différence, quand c'est pariétal, les échanges gazeux sont normaux. Quand c'est interstitiel, les échanges gazeux sont anormaux. Enfin, sur les TVO, c'est essentiellement les maladies bronchiques, que ce soit l'asthme, la bronchite chronique, la BPCO, la mucoviscidose. Alors, je vais vous montrer juste après ça, je vais y aller tout de suite, que analyser l'échange gazeux, ça peut se faire de façon simple avec un lever de chaise. C'est juste un test qui peut se faire de façon beaucoup plus simple que le test de marche. Le test de marche, vous voyez, c'est le test de marche 6 minutes avec un oxymètre. Le test de marche de 6 minutes, il faut déjà avoir un cabinet où il y ait un couloir de 30 mètres, pas évident, ou alors on les fait tourner en rond, ou alors on les fait monter, descendre un escalier, alors que quand on regarde ce qui se passe entre un test de marche et un test de levée de chaise pendant 1 minute, eh bien, on s'aperçoit que la corrélation entre le nombre de levées de chaise et la distance est acceptable. Ce qui est top, c'est la corrélation entre la désaturation à la marche et la désaturation au lever de chaise. Ça veut dire que, globalement, quelqu'un qui ne désature pas à la marche, qui n'a donc pas d'anomalie des échanges gazeux, ne désature pas au lever de chaise. Quelqu'un qui désature au test de marche, désature au lever de chaise. Il y a juste un petit décroché de 2%. C'est-à-dire que la saturation au lever de chaise est 2% supérieure à la saturation au test de marche. Souvent, c'est bien, non, ça? Ouais, je trouve aussi, moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Souvent, vous avez des tout petits oxymètres comme ça. Ils sont tout petits, rectangulaires, quoi. D'accord? Il faut savoir qu'il y a une sorte de temps de latence du signal entre le moment où on le mesure et le moment où ça arrive et on le regarde, quoi. Et donc, la désaturation, quand ils font le test pendant 1 minute, la désaturation, elle va arriver en fait sur ces trucs-là, soit à 45 secondes, soit à 1 minute 10, etc. Il faut le temps que ça se mette en place, quoi. Et donc, c'est vraiment la valeur de la saturation, soit à la fin du test, soit à la fin de la minute, soit avec ces petits trucs au doigt, à 1 minute 15, 1 minute 20. Le signal, pour des raisons que j'ai du mal à bien comprendre, mais le signal pour la fréquence cardiaque, il est un peu plus rapide, mais pour la saturation en oxygène, il y a une sorte de décalage de 20 secondes. Donc, il ne faut pas, il ne faut pas se contenter de regarder la valeur à la fin du test,
mais bien laisser la patiente ou le patient assise, avec toujours, quand il est assis, son oxymètre au doigt, et regardez ce qui se passe. Et vous verrez que la saturation va continuer à baisser alors qu'il a arrêté son effort. Alors que normalement, la saturation remonte tout de suite. Et donc c'est lié essentiellement à ces petits oxymètres qui sont vendus 30 ou 35 € et qui ont un décalage dans le signal. Bon, moi je trouve que c'est bien ça, hein. Ça me plaît bien. La cause essentielle de la dyspnée, c'est l'augmentation du travail ventilatoire. Voilà, on ventile plus. Alors cette hyperventilation peut être inappropriée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas causée par quelque chose, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'hyperventilation. Ou elle peut être appropriée, par exemple, parce qu'on a une maladie qui touche l'espace mort, qui donne des anomalies de l'oxygénation, qui touche le gradient, ou parce qu'il y a des résistances des voies aériennes, donc il y a des limitations dans les débits, il y a des anomalies de l'élasticité, où il y a des contraintes thoraco-abdominales qui ne marchent plus bien. Tout ça va provoquer une augmentation, de toute façon, de la ventilation et l'apparition de la dyspnée. Alors, si on les résume ici, puis après j'ai presque fini, les causes, elles sont multiples, quoi. Donc, si on veut les synthétiser, on va y venir après, en se disant que si on n'a pas trouvé la solution de façon simple, on explore la dyspnée d'effort à l'effort. De la même façon qu'on explore les troubles du sommeil pendant le sommeil, il y a une certaine logique à se dire que explorer une dyspnée d'effort au repos, c'est con. Donc, on ne le fait pas. Ça donne des éléments d'orientation, mais c'est con. Et donc, on revient sur ce schéma qui explique en gros que tous les maillons peuvent à un moment donné être défaillants et générer la dyspnée. Il manque un maillon, me dira Jean-Marie, oui, le voilà, le cerveau, quoi. Et donc tous ces maillons, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une dysfonction sur un stress, une anxiété majeure est capable de provoquer une modification de ça ici. Ça se met à hyperventiler comme un fou. Une maladie ici peut provoquer une hyperventilation, des anomalies de la circulation pulmonaire, bien sûr, c'est l'hypertension pulmonaire par exemple, des anomalies cardiaques, des anomalies des vaisseaux périphériques, des anomalies du muscle, et à la fin, normalement, c'est la mitochondrie qui s'occupe de tout ça. Il faut bien réaliser qu'on passe notre vie à consommer de l'oxygène sans s'en rendre compte et à recracher, entre guillemets, du CO2. Donc l'épreuve d'effort, quand ça marche, c'est un examen qui permet d'évaluer tous ces paramètres. Et donc de déterminer quelle est la cause essentielle qui peut expliquer la dyspnée. Alors, c'est des multiples causes, donc là, ça devient un peu plus sophistiqué. Mais à la fin, quand on a des dyspnées qu'on ne comprend pas, mais on s'aperçoit qu'une dyspnée sur deux est liée à un problème simple à résoudre. Simple à résoudre, ça veut dire qu'on peut retrouver l'hyperventilation de façon simple par l'interrogatoire et le score de Nimeg, et on peut évoquer le déconditionnement essentiellement par l'interrogatoire et laisser parler le patient sur ce qu'il fait. Et on s'aperçoit que inexpliqué, ça veut dire que le thorax était normal, que la spirométrie était normale. Et il n'y avait pas d'anémie et pas d'hyperthyroïdie. Et on s'aperçoit qu'en fait, après, on trouve dans 30% des cas, ouais, c'est ça, 30% des cas une cause pulmonaire, 10% des cas une cause cardiaque, ce qui fait qu'on arrive à se demander pourquoi est-ce que les gens qui ont une dyspnée d'effort vont chez le cardiologue, quoi. Parce que quand on voit les résultats à la fin, le cardiologue, pour l'instant, mais ça va changer. Il y en a dans la salle avant que je dise des bêtises ou pas? Oui? C'est vrai? C'est qui? Voilà. Donc le cardiologue, pour l'instant, en dehors des plus jeunes,
Donc les vieux cardiologues, c'est pas dans leur pensée. Le cardiologue, il faut que ça bouge, quoi. Il faut qu'il y ait des troubles du rythme, il faut qu'il y ait des machins. C'est pas dans son mode de pensée par rapport à une dyspnée de se poser la question du déconditionnement et de l'hyperventilation, quoi. Et ce qui est important, c'est d'avoir une collaboration intelligente avec les cardiologues, que ce soit les généralistes, les pneumologues. Ce qui est important, c'est la collaboration. Mais en gros, il faut quand même se dire que dans 50% des cas, on peut évoquer le diagnostic d'une dyspnée chronique à thorax normal et spirométrie normale. Thorax normal, spirométrie normale, on peut l'évoquer par des choses simples comme l'interrogatoire et des autoquestionnaires, quoi. J'aime pas tellement le mot interrogatoire, mais je l'utilise. Parce que, en fait, le vrai truc, c'est qu'il faut laisser, on dit interrogatoire, mais c'est laisser le patient parler, quoi. C'est laisser la personne s'exprimer. Chaque fois qu'on guide de trop un interrogatoire, on oriente vers quelque chose de donné. Ça, c'est trop compliqué, on passe. Juste pour terminer, la dyspnée, ça révèle toujours une souffrance, parce que c'est un vécu difficile et douloureux, que c'est seulement parfois une maladie sous-jacente, et que c'est de temps en temps un phénomène ou une structure d'adaptation de l'individu à ce qu'il a rencontré dans sa vie. Donc on résume, et je crois que c'est ma dernière diapo, non, il y en a encore une dernière. Devant dyspnée chronique, la base, c'est l'interrogatoire. Ah, c'est ce mot à la con. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Le dialogue, voilà, le dialogue avec la personne. Et puis, quelques éléments simples, l'auscultation, la radio, le CG, l'hémoglobine, on n'oublie pas la thyroïde, la saturation au lever de chaise, le NIMEG, qu'il faudrait que je rajoute là, et la spirométrie. Et puis, si on n'en sort pas là, après, on peut passer des gamins plus sophistiqués, on l'a vu, l'épreuve d'exercice avec gaz du sang, sans ça, ça ne sert à rien, et l'échographie cardiaque. Le dialogue, voilà, l'écoute, enfin bon, il faudrait que je change, que peut-être un mot différent. Ça. Les bases, le FX qui est un examen utile, qu'il faut toujours rattacher les désordres fonctionnels qu'on observe à la plainte du patient. Ce n'est pas parce qu'on a une petite maladie respiratoire que ça explique une dyspnée invalidante, quoi. Et que dans la majorité des cas, on verra que même s'il y a une maladie respiratoire ou cardiaque, il y a toujours une partie qui est liée à un déconditionnement progressif. Et comme les discours médicaux en général sont très anxiogènes, il y a une part d'hyperventilation qui vient se surajouter. Et puis après, il n'y a plus qu'à réfléchir ou aller prendre l'apéro. Voilà.